Salut tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième vidéo autour de la Snyder Cut qui est sortie maintenant il y a quelques jours. Alors dans cette vidéo on va s'intéresser aux différences entre les deux films pour savoir lequel des deux films est le plus canon dans l'univers du DC Universe. Canon, pour rappel, ça veut dire le film le plus compatible. Parce que pour rappel, la Warner a dit que le film qui était le film officiel du DC Universe, qui était justement canon à l'univers du DC, c'était la version de Whedon. Mais en regardant le film, je me suis dit tiens, c'est quand même bizarre, je trouve, cette déclaration quand on analyse, quand on regarde certaines différences. Donc on va voir ça ensemble et puis on décidera à la fin lequel finalement, dans les faits, est le plus compatible. Alors je préfère vous le dire tout de suite, ça va spoiler dans cette vidéo. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, vous coupez la vidéo, vous allez voir la version de Snyder et après vous reviendrez voir les différences. Je veux vraiment pas que vous gâchiez le plaisir du film, d'accord. Donc voilà, donc c'est réservé à vraiment ceux qui ont vu le film. Alors on va s'intéresser d'abord au premier film, Man of Steel, d'accord. Dans Man of Steel, lequel des deux versions de Justice League est la plus compatible avec ce film? Man of Steel, c'est un film plutôt sombre quand même, avec la tonalité un peu dramatique, la recherche, la quête de soi par Superman, qui est la place dans ce monde. Snyder a une version qui est quand même entièrement compatible dans le ton, et alors que la version de Whedon, on est passé sur un ton, un registre plutôt comique. Pour rappel, quand Superman se bat contre Steppenwolf, il glisse la petite punchline, alors il vous embête encore ce monsieur, voilà, le typique à l'univers de Whedon. Donc en termes de ton, on peut pas dire que Man of Steel soit compatible avec la version de Whedon. De plus, je rappelle que dans la Snyder Cut, on entend la voix du père de Superman, le Kryptonien, genre elle, et aussi son père terrien, Jonathan Kent. Quand il lui parle dans le premier, dans Man of Steel, il y a plusieurs dialogues justement pour l'aider à chercher à trouver sa voix, et on entend ces phrases-là au moment où Superman revient dans le vaisseau kryptonien et pour choisir sa tenue. Donc il y a directement un lien entre les deux films. Et Superman, il choisit quelle tenue? Il choisit la tenue noire, la tenue de son père, la tenue noire qu'on voit dans Man of Steel. Donc bon, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus un point quand même pour la Snyder Cut en termes de compatibilité, en termes de lequel est le plus canon entre la version de Whedon et la version de Snyder. Le deuxième film, Batman vs Superman. Alors clairement, la Snyder Cut commence par la fin de Batman Superman. On voit la mort de Superman d'un autre point de vue, le point de vue des terriens, de Loïs, etc. Rien que sur ce fait-là, bon, je pense que voilà, c'est clairement c'est la version de Snyder qui est canon à l'univers de Batman Superman. Pareil, tout ce que j'ai dit sur le ton de l'ambiance, les problématiques, les thèmes abordés, bon, il n'y a pas besoin de faire une thèse pour voir que la version de Snyder est la plus compatible. Et puis on peut rappeler qu'on a quand même des vraies réponses au Nightmare, en tout cas des réponses, des éléments carrément, Bruce Wayne fait référence quand il en parle à Diana du cauchemar. On a la suite du cauchemar, enfin une suite, en tout cas un cauchemar c'est jamais très précis, mais en tout cas voilà, il se replonge dans cet univers. Bon, je pense qu'il n'y a absolument pas photo sur quelle est la version la plus compatible, la plus canonique entre Batman Superman et les deux versions de Justice League. Donc je dirais quand même clairement 2 points pour la Snyder Cut. Troisième film, Suicide Squad. Suicide Squad. Alors, il y a peu d'éléments dans Suicide Squad qui nous permettent de savoir lequel est plus compatible. Mais bon, pour rappel, quand même, le Joker de Suicide Squad, c'est qui? C'est Jared Leto. Quel Joker apparaît dans la version de Snyder? Jared Leto. Dans la version de Whedon, le Joker, on ne sait même pas s'il existe ou non, d'ailleurs. Donc bon, rien que pour ça, on peut dire que la Suicide Squad est complètement compatible. On retrouve les mêmes acteurs. Bruce Wayne fait référence à Harley Quinn. Deux éléments qui montrent clairement que Suicide Squad a été pensé dans l'univers de Snyder. D'ailleurs, le vrai scénario de base, donc ça c'est un jour si on voit la David Ayer Cut qui sera entièrement compatible avec la Snyder Cut du coup, mais le pouvoir de l'antagoniste donc Enchantress dans Suicide Squad provient de la Mother Box à la base. Bref, finalement, dans la version qu'on a eu au cinéma, ils ont enlevé les Mother Box, d'accord. Mais en tout cas, donc Jared Leto fait le pont entre la Snyder Cut et Suicide Squad qu'on connaît. Donc 3 points pour la Snyder Cut, 3-0 pour l'instant. Ça part mal pour la Whedon's Cut qui est officiellement la version canonique à l'univers DC Universe. Quatrième film, Wonder Woman. Donc Wonder Woman, clairement en termes de ton, dans le premier film, elle est quand même assez sauvage. C'est une Amazone en fait, c'est une guerrière. C'est vrai qu'elle a ce côté-là dans le premier film que moi j'adore, c'est celui
elle a une rage face à l'injustice. Dès qu'elle a envie d'intervenir, elle va au combat, elle va au front. D'ailleurs, sans jeu de mots, elle va au front. Dans la Snyder Cut, franchement, je l'ai revu, donc là, je l'ai vu 2 fois. Et c'est vrai qu'à ma deuxième lecture, j'ai vu à quel point, en fait, Wonder Woman, c'est vraiment le personnage quasiment le plus mis en avant. Hein. Enfin, sur tous les combats. Elle est sur tous les combats. Elle est tout le temps contre Steppenwolf. Elle est très agressive dans le sens, c'est une guerrière, quoi. Et même les Amazones, d'ailleurs, de manière générale. L'univers des Amazones est bien plus développé, alors qu'elle perd quand même ce côté-là dans la version Whedon. Dans la version Whedon, elle se bat beaucoup moins, on la voit quand même se battre, hein, mais quand même moins. Il a essayé de la rendre plus souriante, justement plus Marvel. Et enfin, la scène post-générique de Wonder Woman, pour rappel, hein, c'est le petit groupe d'amis de Wonder Woman hein, qui sont missionnés pour aller trouver un artefact, et en réalité, sur le dessin, on voit que c'est la Mother Box. Okay, c'est la première apparition de la Mother Box dans l'univers du DC Universe. Dans Wonder Woman. Normalement, ça aurait été Suicide Squad, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils n'avaient pas coupé tout ça au montage. Après, justement, dans la Snyder Cut, on comprend que la Mother Box a été trouvée par les nazis, puis repris par les Alliés, puis entreposée dans un coin, avant d'arriver entre les mains du père de Victor Stone. Donc voilà, enfin, tout est logique, tout est expliqué dans la Snyder Cut. Donc voilà, entre le comportement de Wonder Woman, le ton du film, et bien sûr la scène post-générique qui explique clairement ce qui arrive à la Mother Box, et on a la suite dans la version de Snyder, ça rend quand même la version de Snyder bien plus compatible avec la version de Whedon. Donc du coup, on est quand même là à 4-0. Donc ensuite, bon, du coup, Justice League, bon bah ok, celui-là on le passe. Alors Aquaman, celui-là, c'est le film sur lequel j'ai plus de choses à dire. Aquaman en termes de compatibilité avec l'un ou l'autre. Dans la version de Whedon, pour rappel, on a l'impression que Mera et Aquaman se connaissent déjà. Or, quand on écoute bien le texte, effectivement, à aucun moment l'un nomme l'autre par son prénom. Mais dans le comportement qu'ils ont, nous on regarde un film, on spectateur, on voit deux personnages qui se parlent comme s'ils se connaissaient depuis toujours, on se dit qu'ils se connaissent depuis toujours. Mais effectivement, entre les lignes, non, effectivement, ils semblent pas se connaître, enfin, ils se nomment pas par leur prénom. Mais clairement, la version de Whedon laisse entendre qu'ils se connaissent. Alors que la version de Snyder, on comprend complètement qu'ils ne se connaissent pas. Elle sait qui il est, puisque c'est le fils de la reine des Atlantes, d'accord. Elle sait, mais lui, en fait, on comprend qu'il découvre cette personne. Ils vont se rencontrer 2-3 fois dans le film, mais c'est tout. Et on va comprendre aussi que Aquaman connaît son mentor qu'il revoit justement dans le film Aquaman, et dans la version de Snyder, il voit son mentor, il lui dit qu'il faut intervenir, qu'il y a un danger, il lui donne son armure et le premier trident qu'il a, on le voit lui donner. Donc on sait comment il les a du coup, parce qu'au début il les a pas. Et donc du coup ça rend complètement le film bien plus compatible, c'est une suite directe. Il y a deux choses que Mera dit qui sont très intéressantes sur justement la continuité par rapport à Aquaman dans la version de Snyder. Non seulement on comprend pourquoi la Mother Box elle est un peu délaissée. C'est vrai que dans la version de Whedon, on dit que les Mother Box c'est les choses les plus dangereuses, la puissance, etc. Et dans la version de Whedon, la Mother Box elle est posée sur un pilier, comme ça il y a deux mecs qui la gardent, et voilà, c'est tout. Alors c'est l'arme la plus puissante du monde. Et donc Steppenwolf il arrive, il la prend et il se tient. Non mais attends, c'est quoi ça, enfin, chez les Amazones au moins elle est protégée quoi. Mais dans la version de Snyder c'est expliqué. Mera dit, ton frère, en parlant d'Aquaman, est tellement obnubilé par la lutte avec les surfaciens, donc c'est-à-dire nous, que il veut prendre toute l'armée, il veut laisser personne ici quoi. Il s'en fiche de la Mother Box pour lui. Elle dit soit il est idiot, soit il est naïf. Hein, je sais plus comment on dit ça exactement. Et du coup on comprend pourquoi c'est délaissé, pourquoi la Mother Box est délaissée. Et ça c'est compatible avec le film Aquaman. Dans Aquaman on comprend que le frère d'Aquaman veut faire la guerre aux surfaciens. Voilà, ça fait une continuité directe, franchement, entre la Snyder Cut et Aquaman. Il y a un autre élément qui montre la continuité entre les films, c'est que pour rappel, Steppenwolf, il enlève 4 Atlantes, il les martyrise, enfin il les torture pour les faire avouer, etc. Et dans le film Aquaman, on comprend qu'il y a des Atlantes qui ont été enlevées par des terriens. À un moment donné, c'est évoqué très rapidement. Donc c'est entier. Franchement, moi j'adore justement la Snyder Cut. Ce qui est génial, c'est qu'à la fin de la Snyder Cut, on a envie de voir Aquaman. Entre toutes les scènes de Mera qui présente avec Aquaman, on comprend qu'elle sait qui il est, elle veut l'influencer à revenir. La Mother Box, pourquoi c'est délaissé avec le frère d'Aquaman qui veut préparer la guerre. Et puis à la fin du film, on retrouve les lieux. D'ailleurs, le dernier lieu qu'Aquaman voit, on revoit ce lieu-là dans le film Aquaman. Franchement, pour moi là c'est un combo, c'est 2 points. Un point pour tout le côté de la relation entre Mera et Aquaman où ils se connaissent pas et on voit qu'ils se connaissent pas, c'est la première fois. Et un autre point sur toute l'histoire de la Mother Box qui est délaissée parce que le frère d'Aquaman veut déclarer la guerre aux surfaciens. Voilà, pour moi c'est 2 points. Donc là on a 6-0 en faveur de la Snyder Cut. Ça commence à faire mal quand même, 6-0 il va avoir du mal à rattraper. Prochain film, Shazam.
Alors Shazam, effectivement, dans l'ambiance, effectivement, un film plutôt comique, hein, qui se veut comique, hein, du moins, oui, il y a 2-3 scènes qui décrochent un sourire, mais ça s'arrête là. Exactement comme la Wet Done Cut, hein, il y a 2-3 scènes qui décrochent un peu un sourire, mais ça s'arrête là. Ça se veut drôle, c'est pas drôle, donc on est dans la même ambiance, la même continuité que la Wet Done Cut, hein, bien sûr. Donc ok, ça effectivement on n'est pas du tout dans le ton de la Snyder Cut. Tous les éléments qui font référence au DC Universe, Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, ils en parlent beaucoup, hein, c'est vrai, mais il n'y a pas un indice qui montre que c'est plus compatible avec la Snyder Cut ou la Whedon's Cut. Franchement, il n'y en a aucun des deux. Et effectivement, à la fin, il y a l'apparition de Superman, où on voit même pas Henry Cavill, mais il a la tenue bleue. Alors oui, on peut se dire que Superman va prendre la bleue, la noire, mais c'est vrai qu'à la fin de la Snyder Cut, quand il est dans le nightmare, hein, quand il est dans le cauchemar, il a la tenue bleue. Et quand il s'envole et qu'il déchire sa chemise, il a la tenue noire. Donc on peut se dire que quand Superman sera encore gentil, entre guillemets, qu'il n'aura pas encore cédé aux forces de Darkseid, il va garder sa tenue noire, celle de son père, et que quand il va céder aux forces de Darkseid, il va mettre la bleue. Donc effectivement, cet élément-là n'est pas compatible avec la Snyder Cut. Donc entre le fait que le ton ressemble beaucoup plus à la Whedon's Cut et que la couleur de la tenue de Superman semble plus compatible avec la version de Whedon, ok, ça fait un point pour la Whedon's Cut. On est donc à 6-1 en faveur de la Snyder Cut. Ensuite, Birds of Prey. Alors Birds of Prey, il y a peu d'éléments qui raccordent le film au DC Universe. Aussi, ils font référence à Bruce Wayne, ok, mais ça, bon, ça peut être compatible avec l'un ou l'autre des films. Mais il y a un élément qui est très intéressant dans la Snyder Cut, c'est que quand Batman discute avec Joker, il lui dit: quand Harley Quinn est morte dans mes mains, en sang, elle m'a demandé elle m'a fait jurer de prendre mon temps quand je te tuerai. Et ça, c'est entièrement compatible avec Birds of Prey. Birds of Prey, Harley Quinn se sépare du Joker, on sent qu'elle a une rancune envers lui, qu'elle le déteste, hein, vraiment, on sent que voilà, il y a une scission entre les deux, et c'est du coup compatible avec le cauchemar de Bruce Wayne dans la Snyder Cut, où elle lui demande de tuer le Joker. Donc on peut se dire qu'elle est morte à cause du Joker, mais le Joker, on comprend qu'il est amoureux d'elle, on comprend quand il apprend ça, on comprend que c'est pour lui, c'est pas possible qu'elle ait dit ça en fait. Donc cette relation un petit peu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, enfin la relation conflictuelle entre les deux, clairement, la rend plus compatible avec la Snyder Cut. D'ailleurs, moi, je verrais bien, ça serait intéressant d'avoir une sorte de romance entre Batman et Harley Quinn. Bon, ça voudrait dire que dans Justice League 2, bon, si un jour elle existe, hein, on pourrait avoir Harley Quinn de Margot Robbie. Moi, franchement, j'adorerais, j'aimerais vraiment qu'elle apparaisse. C'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. C'était de toute façon la méchante, entre guillemets, DC Universe préférée quand je lisais les comics avant que le film Suicide Squad sorte. Bref, là je m'égare un peu. Mais en ça, Birds of Prey est plus compatible avec la Snyder Cut. Alors que pour rappel, la Whedon's Cut ne fait aucune mention ni d'Harley Quinn ni de Joker. Donc voilà. Donc encore une fois, un peu comme Suicide Squad, c'est la Birds of Prey qui est compatible avec la Snyder Cut. On est donc à 7-1. Ensuite, dernier film en date, Wonder Woman 84. Alors Wonder Woman 84, c'était compliqué de trouver une compatibilité avec l'un ou l'autre. Oui, on a la scène du début dans le centre commercial qui a un ton un peu léger, un peu humoristique, effectivement, qui serait plus compatible avec le style Whedon. Mais après, tout le reste du film, franchement, Wonder Woman, c'est pas un film drôle, hein, Wonder Woman 84. Hein. C'est pas du tout un film drôle en fait. Hein. Il y a cette scène-là, plus la scène quand il y a une inversion par rapport à Wonder Woman 1, où c'est Steve Trevor qui essaye des vêtements. Il y a ces deux petites scènes-là, un petit peu, on sait pas d'où elles sortent, qui se veulent drôles, mais après, tout le film est sérieux. Hein. Franchement, tout le film ne prête pas à rire. Donc, niveau du ton, je peux pas dire lequel est le plus compatible. Niveau des informations qu'on a sur les personnages, pareil, on peut pas trop donner d'informations. Il n'y a pas quelque chose qui est plus compatible avec l'un ou l'autre. Si vous trouvez quelque chose dans la version de Wonder Woman 84 qui sent plus compatible avec la Whedon's Cut ou la Snyder Cut, bah dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai pas trouvé en tout cas là comme ça. Donc au final, on termine avec 7-1. You win. Perfect. Franchement, là, l'état actuel du DC Universe qui nous disent que la Snyder Cut n'est pas officielle, là, l'état actuel, c'est un peu se moquer du monde quand même. Franchement, alors moi je sais, voilà, on verra les autres projets qui vont arriver. Hein. On a le film Flash, Aquaman, Black Adam, les séries Constantine, la série Justice League Dark, le film Zavata. Enfin bref, on a énormément de projets
DC Universe qui débarque, bah là prochainement la Suicide Squad 2 qui s'appelait pas Suicide Squad 2. Donc effectivement quand tout ça va sortir, finalement peut-être que le 7-1 va faire 15-7 pour la Whedon Scott. Mais ça m'étonnerait quand même. Honnêtement, ça m'étonnerait. On verra bien. D'ailleurs, dans la Snyder Cut, hein, ils font référence au multiverse. Le film Flash, on le sait déjà, va exploiter le multiverse. Ça semble pas très en faveur de la Whedon Scott. On sait que James Wan, qui a réalisé Aquaman, l'a dit hein, qu'il avait créé son premier film Aquaman entièrement compatible avec la Snyder Cut. D'ailleurs, on le voit parfaitement, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça m'étonnerait qu'il change de trajectoire pour Aquaman 2, parce qu'on sait que c'est un fervent admirateur de Snyder, hein, James Wan. Donc bon, donc ils nous disent ça, franchement, moi je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas si un jour on aura la Snyderverse, hein, ça soit mal parti d'après une interview qu'on a eue récemment, d'après justement une dirigeante de tout ça, de DC Extended Universe chez Warner. Pour la David Ayer Cut de Suicide Squad, je pense qu'on l'aura jamais, clairement. Tout simplement parce qu'ils l'ont fait une fois, je pense pas qu'ils vont avouer 2 fois un échec. Parce que David Ayer, c'est pas Snyder, hein, il n'a pas la même renommée. Parce que la Suicide Squad, c'est pas Justice League. Parce que tous les problèmes qu'il y a eu de production pendant Suicide Squad, oui, ils ont retourné des scènes pour les rendre drôles, oui, ils ont coupé des passages entiers, mais c'est pas du niveau de Justice League ou Justice League, ils ont modifié le film, ils ont modifié un autre réalisateur, enfin bref, ils ont défiguré Superman, donc je pense honnêtement qu'on n'aura jamais la David Ayer Cut qui rendra encore plus compatible la Snyder dans l'univers d'ici. Est-ce qu'on aura Snyder? Ça semble mal parti, parce qu'ils l'ont dit aussi, voilà, Snyder a eu sa trilogie, on est content comme ça, mais on a plein d'autres projets qui vont arriver, hein, donc pareil, dans l'interview on dit ça. Donc honnêtement, je sais pas. On verra. En tout cas, là, franchement, tout semble laisse à penser que c'est clairement la Snyder Cut qui est compatible avec tout l'univers d'ici. On verra comment ça tend. Dernier élément, c'est vrai que là, du coup, j'ai abordé beaucoup de différences entre les deux films pour voir quel film était compatible. Mais il y a une autre différence entre la Snyder Cut et la Whedon's Cut, qui par contre ne rend pas le film plus compatible l'un ou l'autre au DC Universe, mais qui est assez intéressant. Comme différence, je l'ai vu dans aucune interview, chez aucun youtubeur, aucune critique, une différence qui est entre les deux films, mais qui pour moi change quand même quelque chose. La manière dont ressuscite Superman. Dans la Whedon's Cut, il ressuscite grâce à la chambre mutique du vaisseau de Superman. Les cellules se régénèrent. C'est comme ça qu'ils créent Doomsday. Lex Luthor dans Batman vs Superman, et ils essaient de faire la même technique avec la technologie en plus de la Mother Box, hein, pour faire marcher tout ça, mais ça reste quand même la chambre mutique qui régénère les cellules de Superman. Mais en fait, Superman ne ressuscite pas du tout de cette manière dans la Snyder Cut. Il les ressuscite grâce à la Mother Box qui a le pouvoir de modifier l'entropie du temps, un peu comme Tenet si vous voulez. Donc, de modifier l'ordre chronologique du temps, d'inverser l'écoulement du temps, et c'est ce qui se passe pour Superman en fait. Il modifie l'entropie du corps de Superman pour le ressusciter en réalité, et ça change quand même quelque chose finalement. La manière de ressusciter n'est pas exactement la même, il n'a pas été régénéré, il a remonté le temps. Je l'ai vu nulle part ça justement, que cette différence quand même entre les deux versions. Par contre, il y a un élément dans le film Batman vs Superman qui franchement est incompatible avec la Snyder Cut et la Whedon's Cut. C'est le dernier plan du film où il y a le sable, enfin la terre qui bouge sur le cercueil de Superman, qui bouge tout seul comme si Superman n'était pas mort. Et en fait, si, il est bien mort. Donc bon, voilà, ça c'est un petit élément. Si vous avez la réponse à ça, donnez-la moi, parce que j'ai pas compris pourquoi finalement il y a ce plan-là à la fin de Batman vs Superman. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite analyse. J'aime bien, vous savez, analyser, etc. Donc du coup, pour moi, la Snyder, c'est la version officielle. J'imagine que pour vous aussi, dans le DC Universe, espérons que les dirigeants de Warner se disent oui, bon, effectivement, en fait, c'est déjà la version compatible, en réalité quasiment tous les films sauf Shazam. Bon, on va arrêter de faire les cons, hein. Il est meilleur, il est beaucoup plus compatible. Allez, c'est bon, Snyderverse. Bon allez, on se retrouve bientôt. Vendredi soir, normalement je vais faire un live avec 2 youtubeurs, on va parler de la Snyder Cut en direct, on va donner notre avis, etc. Voilà, ce serait cool de vous retrouver à ce moment-là. Allez, bonne soirée.